Paul, ce matin, vous a décrit 3 vecteurs d'accélération de la transformation digitale. Je pense qu'on se les rappelle. Comment aider à accélérer les cycles d'innovation, comment fournir aux employés l'ensemble des outils digitaux qui leur permettront d'avoir une meilleure expérience des services et d'augmenter leur productivité. Et pour ce faire, comment l'informatique doit adresser l'infrastructure pour qu'elle soit modernisée et qu'elle donne tout le niveau de flexibilité attendu pour supporter les nouveaux cas d'usage. En lançant notre plateforme de Digital Enterprise Management, BMC a identifié un certain nombre d'initiatives clés qui sont conduites par les directions informatiques aujourd'hui. Vous pouvez en voir un certain nombre à l'écran, et on a été en fait à regarder ces initiatives et comment elles adressent et supportent ces différents vecteurs de l'accélération de la transformation. On va décrire un certain nombre de cas d'usage en prenant BMC en action, BMC au travail. Et Elodie, que vous venez de voir sur scène, m'a demandé de partager avec vous le fait qu'un certain nombre de ces cas d'usage peuvent encore être sujets à un certain nombre d'évolutions. Et donc vous êtes prévenus que ces évolutions peuvent apparaître. Pour rendre de façon très concrète ces cas d'usage, nous avons décidé de construire, de définir une société fictive qu'on appelle DigiHealth. C'est une grande société dans le monde des pharmaceutiques. C'est particulièrement intéressant ici en France. Et comme vous le voyez, certainement comme vos entreprises, elle a un grand nombre d'employés. Elle fait face à un grand nombre de catalogues de services qui sont supportés d'une part par un data center d'une grande taille, mais aussi par un nombre grandissant de services qui sont fournis par le cloud. Nous, à DigiHealth, à l'informatique, on a décidé de se concentrer sur 3 éléments importants qui nous aideront à rendre les services attendus dans cette transformation digitale. Le premier, on a vu un grand nombre de services, un nombre grandissant de services. Comment fournir un catalogue centralisé, facile à consommer, au travers d'un App Store. Deuxième élément, tous ces services vont se réaliser, vont s'exécuter dans des environnements de plus en plus complexes, de plus en plus hétérogènes, entre le cloud, le SaaS, le IaaS, le data center. Comment faire en sorte que d'un seul clic, on puisse exécuter des business process de bout en bout, alors que chacun des services qui confirment, qui travaillent à ce business process, sont maintenant dispatchés un petit peu partout. Et évidemment, ce faisant, comment l'informatique et comment finalement l'entreprise garde un contrôle, garde une visibilité sur ce qui est en train de se passer, sur la manière dont ça s'exécute, tant d'un point de vue de sécurité que d'un point de vue de coût. Pour aller plus en avant et décrire avec vous ces cas d'usage et leur donner un contour très concret en utilisant les produits de Digital Enterprise Management de BMC, j'ai le plaisir d'appeler mon bon ami Frédéric Lesaut sur scène, qui va m'aider à vous montrer ceci. Bonjour à tous, bonjour Eric. T'as amené ton fan club? Bah oui, il est dans la salle. Ici les Moulineaux, c'est fou. Ouais. Ça va le coup? Ça va, ça va. Frédéric, un petit torticolis, on va parler d'infrastructures élastiques et dynamiques. Il va falloir être prêt. Ça va aller. Tiens, Ça va aller. je te passe, je viens d'apprendre que ça s'appelait un Pavlov. Ouais. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est très bien. Infrastructure, donc si on passe maintenant et qu'on regarde l'infrastructure élastique, on voit qu'il y a 3 grandes initiatives qui concourent et qui supportent cette infrastructure moderne et élastique. La première, c'est comment approcher donc, cette infrastructure dans un environnement cloud multisourcé. Le deuxième, c'est en allant vers le multisource, comment s'assurer qu'on a toujours un bon contrôle sur les vulnérabilités et que finalement on réduit l'exposition aux risques et aux failles de sécurité. Et pour ce faire, et un vrai cas d'usage dans ces environnements multisourcés et maintenant sécurisés, sera de regarder comment on peut construire maintenant des business process en s'appuyant sur le big data. Donc, BMC, on voit un certain nombre de produits qui vont permettre de supporter ces cas d'usage. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous montres comment finalement un utilisateur, par exemple moi, directeur financier DigiHealth, je pourrais utiliser cette plateforme pour atteindre mes objectifs. Alors la première chose qui a été faite à DigiHealth, effectivement, comme tu l'as décrit, ça a été de mettre en place un portail unifié de services qui donne accès effectivement à des services qui peuvent être techniques, liés au cloud, provisionner des machines à la volée par exemple, mais qui permettent aussi aux utilisateurs finaux d'accéder à des services à la demande qui peuvent être utilisés au quotidien.
Moi, j'ai l'impression qu'on voit pas que des services cloud classiques du style provisionner une VM, des services techniques. On voit des choses qui sont finalement vraiment de mon intérêt en tant que directeur financier. Tout à fait, tout à fait. Donc en tant que directeur financier, on a mis à la disposition dans le portail un service qui est celui qui est en haut à gauche, qui s'appelle Billing Analysis, qui permet à la demande de générer un rapport sur les analyses de facturation. Ouais, parce qu'on parle de digital, mais à la fin, il faut quand même que le cash rentre dans la maison. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe si je clique en haut à gauche? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vas avoir accès à une page très simple, un formulaire qui va permettre de définir la date à laquelle tu veux le rapport, et ça va te donner aussi une idée du coût de génération de ce rapport pour ton département. Super. Donc on va pouvoir soumettre la requête, et en tant qu'utilisateur, tu n'es pas forcément intéressé à avoir connaissance de la globalité du processus. Tu vas juste avoir dans ce qu'on appelle le newsfeed l'information de la bonne prise en compte de ta demande. Donc, Ça me rappelle vraiment ma timeline Facebook, en fait. Hein. on a cherché à travers MyIT à apporter aux utilisateurs de l'entreprise le même confort qu'ils ont chez eux ou sur leur téléphone portable quand ils ont Facebook. C'est un peu le même je principe. vois sur la timeline qu'il y a écrit #HappyCustomer. La photo en est la preuve. J'ai presque sourire. Ouais, Presque. Donc si on plonge derrière le rideau, on va... Parce que j'ai fait un clic, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, il y a eu une connexion directe entre le portail MyIT et Control-M. Et là, on est dans le portail self-service de Control-M, qui a été refait en HTML5. On aura l'occasion de vous le présenter dans la session de cet après-midi. Et là, on peut voir effectivement que le service est en route et qu'il y a des exécutions qui ont lieu. Dis-moi, ça doit être complexe quand même, parce que l'analyse de la facturation, il y a des données qui viennent d'un petit peu partout. Il va falloir faire des analyses un petit peu avancées. Est-ce qu'on a un moyen de savoir qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va pouvoir plonger au-delà du service et voir effectivement que c'est un processus complexe. La majorité des entreprises, y compris en France que nous fréquentons, ont des technologies très hétérogènes. Donc là, le service démarre, le workflow démarre avec des extractions SAP, avec des extractions du mainframe. Il y a des transferts de fichiers, bien évidemment, parce que c'est un peu la clé centrale de l'exécution de workload. Et puis, on peut ajouter par-dessus des exécutions de type big data avec des processus Hadoop. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le processus qui est à l'écran, tous les petits carrés qu'on voit qui sont des scripts qui s'exécutent derrière la scène, peuvent avoir lieu sur des machines différentes, qui peuvent être donc avec des operating systems différents, mais aussi on-premise ou dans le cloud. Donc finalement, Control-M devient vraiment l'orchestrateur de l'ensemble des business process dans le cloud pour l'entreprise. Oui, monsieur. Dis-moi juste, je suis un directeur financier, mais il y a du rouge. Ouais. Effectivement, le rouge, c'est pas bon généralement en production. Donc, le truc, c'est qu'on ne peut pas, chez DGL, on n'a pas les moyens financiers de mettre un opérateur derrière chaque job. Donc, il faut trouver un moyen différent d'automatiser et de pouvoir tout diriger vers le service desk pour faire une gestion centralisée de la prise en compte des incidents. Donc là, on a vu la relation entre MyIT et Control-M. Eh bien, Control-M peut dialoguer aussi avec TrueSight Operation Manager de manière à créer un événement, une alarme, qui va être enrichi de la totalité du contexte de l'incident. Donc, en partant de là, l'événement dans TrueSight va être aussi mis en connexion avec l'ouverture automatique d'un ticket d'incident dans Remedy. Le ticket d'incident va être lui aussi enrichi du contexte de la situation. Et l'opérateur du service desk, rien qu'en lisant le ticket, sera capable de prendre les mesures correctives pour retourner à une situation normale. Donc dès le niveau 1, il a toutes les informations pour potentiellement lancer une action de correction automatique sur le process d'analyse de la facturation. Tout à fait. Et alors s'il le met en place, qu'est-ce qui se passe? Dans ce contexte, il va faire une action de relance du traitement. Donc là, automatiquement, le job va être relancé. Le flux va reprendre son cours normal. Il y a du vert, j'aime mieux ça. Tout à fait. Et donc, sympa. si tu reprends ta casquette de directeur financier et que tu retournes dans le newsfeed, on va t'alerter que ton rapport est prêt, que tout le processus a eu lieu, et donc tu n'as plus qu'à accéder en tant que happy customer à ton rapport. Ah, écoute, il faut toujours rendre les financiers heureux. C'est ce que je dis toujours. Bon, dis-moi, donc on a exécuté ce business process dans le cloud, en interne, sur le mainframe, etc. Il y a certainement eu un certain nombre de nouveaux développements qui se sont faits. Ce qui est important, c'est qu'on puisse garder un bon contrôle sur le niveau de vulnérabilité. Je me rappelle qu'on a regardé ensemble une analyse récente qui montre que la durée moyenne d'exposition des systèmes d'information à des vulnérabilités connues est de 193 jours. Ça prend 193 jours en moyenne pour que les opérations aillent patcher les infrastructures
pour réduire l'exposition aux vulnérabilités. C'est 193 jours pendant lesquels les hackers peuvent juste regarder sur les sites de Microsoft, d'Oracle, etc. et aller directement essayer ces vulnérabilités. Fondamentalement, le problème, c'est que la sécurité et les opérations ne se parlent pas beaucoup. Donc il me semble que BMC a lancé un nouveau produit qui s'appelle BladeLogic Threat Director, qui permet d'adresser ça. Ce que je te propose, c'est que nous partagions comment DigiHealth peut capitaliser sur cette nouvelle acquisition de services de Threat Director et résoudre ce problème. Alors, on va aller directement dans le portail de Threat Director. Et effectivement, à DigiHealth, on va tout de suite pouvoir voir la situation. On remarque en haut à gauche qu'on a 13 assets qui n'ont pas été encore validés, scannés. Et donc, on va pouvoir lancer le scan et voir quel est l'état des lieux. Donc là, on peut voir le résultat. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Effectivement, l'une des grosses problématiques, c'est exactement ce que tu as mentionné au début, c'est les 193 jours de retard qu'on a entre la constatation d'un trou de sécurité et le temps qu'on met à le boucher, entre guillemets. Donc, remarque, là, j'observe quand même que chez DigiHealth, on a des objectifs qui sont plus ambitieux, parce que là, on est à moins de 30 jours de délai, mais on est quand même en rupture de SLA, c'est-à-dire qu'on a établi des SLA de sécurité, et on est capable de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à SLA. Donc, on peut finalement maintenant commencer à partager des objectifs entre sécurité et opération, ce qui est quand même pas mal. Après, c'est toujours assez difficile de conjuguer le fait que tout le monde veut que la prod tourne en permanence, 24/24, 7/7, surtout dans un monde où on est worldwide, et en même temps, les personnes de la sécurité veulent dire oh là là, on arrête les machines, on patch, on relance. Ouais, ça va pas le faire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde comment Threat Director va nous aider à établir les priorités et mettre en place les plans d'attaque qui vont bien. Alors comment on ferait ça? Alors très simplement, on va avoir accès à des menus de filtrage et on va pouvoir sélectionner pas à pas ce qu'on souhaite faire. Donc en priorité, on va prendre les sévérités 4 et 5. Après, on va s'intéresser aux softwares qui sont les plus critiques. En l'occurrence, c'était Apache, qui est le front-end du serveur web. Et là, on a une réduction de l'information pour aller vers ce qui est le plus critique. Et donc là, on voit qu'on a effectivement deux machines sur lesquelles il faut agir, 2 assets, et 8 trous de sécurité très importants sur lesquels il faut agir très rapidement. Et on a 45 on dira menaces qui sont sur le point d'aboutir à des actions qui vont devenir importantes, mais qui sont encore en dessous des niveaux des SLA. Ouais, c'est pas parce qu'elles sont en dessous du niveau de SLA qu'il ne faut pas s'en occuper. On n'est pas obligé d'attendre que ça devienne rouge pour faire quelque chose. Donc, écoute, si on voulait maintenant remédier le problème, comment on ferait? Parce que j'entends qu'il y a du BladeLogic, etc. Donc potentiellement, on peut imaginer qu'on pourrait aller patcher ces serveurs et créer ces opérations de rémédiation. Alors, effectivement, il n'y a pas que le filtrage et l'affichage de l'information, il y a aussi la partie action. Donc avec Threat Director, on va pouvoir mettre en place des actions de rémédiation qui vont être automatisées. Donc on va créer d'abord une action. Cette action va être enrichie automatiquement avec les informations qui ont été recueillies du fait du filtrage. On va pouvoir lui donner une heure de déclenchement, si on souhaite agir là-dessus, et aussi les notifications qui vont être liées à cette action. Et on va avoir enfin l'accès à toutes les informations de filtrage et des cibles qui vont être les plateformes sur lesquelles on va agir. Donc finalement, on peut faire des frappes chirurgicales. Oui, tout à fait. Et dis-moi, quand même, c'est super de pouvoir donc directement lancer ces opérations de rémédiation, d'aller patcher, mais ça représente quand même des changements sur l'infrastructure. Je pense qu'il y a pas mal de nos clients dans la salle qui se disent changement, ça doit quand même respecter un certain nombre de processus, des processus utiles de gestion du changement. Comment cette plateforme Threat Director s'intègre avec une plateforme de service management? Alors, en fait, Threat Director est directement lié avec notre plateforme Remedy, et donc il est possible, à chaque fois qu'on fait des actions à travers Threat Director, d'avoir une gestion automatisée de la création des tickets de changement dans Remedy, ce qui permet de l'audit et puis la conservation des informations des actions qui sont faites. Écoute, c'est super. Donc maintenant, on a la plateforme, elle est élastique, elle est modernisée, elle est sécurisée. On va peut-être passer au deuxième vecteur d'accélération de la transformation digitale, qui est comment donner aux utilisateurs accès aux technologies digitales et leur donner une meilleure expérience de leur place de travail, du workplace. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne un premier cas d'usage qui est assez courant, qui est finalement comment on aide à intégrer des nouveaux employés dans l'entreprise et comment on facilite ce parcours d'intégration des employés dans l'entreprise quand ils arrivent. Alors tu me diras, bon, c'est un certain volume d'employés qui rentrent dans l'entreprise chaque année, mais si maintenant on prend en compte que dans les employés, il y a aussi les sous-traitants, j'ai en mémoire une grande entreprise française
qui partageaient avec nous qu'elles avaient plus de 10 000 sous-traitants par an dans le monde qui rentraient dans l'entreprise et ressortaient dans l'entreprise pour prester, pour donner des prestations de services. 10 000 entrées de sous-traitants dans l'entreprise. Le temps moyen de mise en production, de mise en productivité, en situation de production de ces employés, est évalué à 4 heures. Avec cette solution basée sur MyIT, on est capable de réduire ce temps de 4 heures à 2 heures. Donc si vous faites rapidement les calculs, 10 000 fois 2 heures, ça représente 20 000 heures de travail. Donc ce qui peut apparaître comme un gadget représente quelque chose qui a une valeur extrêmement tangible et qui va permettre de gagner en flexibilité dans la manière dont l'entreprise intègre des collaborateurs et les fait travailler ensemble. Alors comme tu peux le voir, le collaborateur a son portable, il aura téléchargé l'application depuis l'App Store de l'entreprise et donc en avançant, il voit les documents pour s'intégrer, il a le choix dans le catalogue entre un certain nombre de laptops, il voit comment collaborer, il a un certain nombre de rendez-vous qui sont déjà établis pour qu'il rende compte les managers, ses chefs de projet, etc. Et il lui est même donné une carte des lieux avec pour lui la possibilité de plus facilement naviguer dans l'entreprise, identifier les points de service, les accès aux vidéoprojecteurs ou dans le cadre d'un employé qui travaille en usine, quels sont les points de contrôle, les points de validation, de sécurité, etc. Donc on voit une application très complète, directement intégrée à Remedy qui lui permet de faire ça. Alors c'est bon, maintenant, ça y est, je suis intégré, ça marche, mais on m'a dit que grâce au dernier rendez-vous que j'ai eu, qu'il fallait que je travaille sur ce projet-là, et que dans le cadre de ce projet, il fallait que j'accède au site SharePoint, sur lequel est chargé l'ensemble des documents relatifs au projet, de manière à ce que je puisse contribuer. Alors, dans le package d'entrée, on ne m'a pas donné accès à SharePoint, mais on m'a dit qu'on avait un portail sur lequel potentiellement je pourrais trouver mon bonheur pour pouvoir rapidement travailler avec le projet. Alors effectivement, travailler en équipe, c'est important au sein de l'entreprise. Et une fois de plus, pour accéder à ce type de ressources, on va passer par le portail MyIT qui a été mis en place chez DigiHealth. L'optique, c'est que l'utilisateur va pouvoir une fois de plus sélectionner un service à la demande. Il aura été au préalable logué, il se sera logué dans le portail, donc on va pouvoir garder une trace de ce qu'il fait. Ici, on a l'accès au portail et la mise en place d'Office 365. C'est l'outil SharePoint qui est utilisé chez DigiHealth en l'occurrence. Donc je vais sélectionner ce service. Je vais sélectionner Request Now, et là j'ai un petit formulaire très simple qui me suffit de remplir avec mon email, mon password, la localisation du bureau dans lequel je travaille, et je n'ai plus qu'à valider la requête. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en mettant où est-ce que je vais utiliser, je vais pouvoir respecter le Privacy Shield et les BCR. Je vais pouvoir avoir mes données stockées au bon endroit. En plus. Ouais. Et on peut aussi introduire la clé de licence qui permet aussi de faire une meilleure gestion des clés de licence de ce type de produit. Tu veux dire que la personne qui a acheté ces 10 000 licences d'Office 365, elle va savoir qui les utilise, à quel moment elles sont utilisées, est-ce qu'il peut les reprendre, les redispatcher. C'est super. Et donc, je vais soumettre ma demande. Et voilà, c'est fait. La validation est faite. Je vais avoir automatiquement l'installation des éléments qui me manquent sur ma plateforme. Moi, j'adore l'idée qu'en 2 clics, on puisse avoir accès finalement en moins d'1 minute à l'ensemble d'Office 365. Et moi, pour les entreprises qui font leur migration vers Office 365, c'est quand même super. Néanmoins, quand on migre vers Office 365, on a parlé de toute cette problématique de données. Beaucoup de clients, quand ils mettent en place Office 365, définissent sur la plateforme un certain nombre de règles qui permettent de bien gérer ces informations, de savoir s'il y a des informations bancaires qui sont stockées, par exemple des numéros de carte de crédit, s'il y a des téléchargements de gros volumes d'informations qui sont faits à des moments qui ne sont pas opportuns. Donc toutes ces règles peuvent être définies sur la plateforme Office 365. La question, c'est quand il y a finalement une rupture sur ces règles, eh bien, que devient, où vont ces alarmes, comment elles sont gérées. Et donc, Microsoft s'est rapproché de BMC en disant, est-ce que ce ne serait pas pertinent que quand on a ces alarmes, elles puissent être remontées vers le service desk de manière à ce que les grandes entreprises qui utilisent BMC, beaucoup d'entre elles, puissent avoir un point central d'information et d'alarme. Donc c'est ce qu'on a fait avec ce partenariat. Et donc quand finalement il y a une de ces alarmes qui est identifiée ou créée au sein d'Office 365, automatiquement
on crée un ticket d'incident sur la plateforme Remedy, ce qui fait que, encore une fois, ça peut aller vers le bon groupe de support, déclencher les actions d'assistance de ce groupe de support vers l'employé pour comprendre pourquoi il a potentiellement franchi la ligne jaune ou la ligne rouge et l'aider à revenir dans le cadre de travail qui a été défini par l'entreprise. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a montré quelques exemples de comment augmenter les employés de façon digitale. Autre type d'employé et au cœur de l'innovation, c'est le développeur. Et donc, une des initiatives clés qui supporte ce troisième vecteur de la transformation digitale, qui est l'innovation à cycle court, à cycle rapide, c'est la mise en place de ce qu'on appelle l'Agile Application Delivery. Et on voit qu'on a un certain nombre de technologies qui vont pouvoir accompagner cette accélération des cycles de développement pour passer de mois à semaines, voire à jours. Les développeurs, c'est une catégorie d'utilisateurs très particulière. Ils ont leur palette d'outils, ils sont habitués à ça, on ne va pas changer ça. L'idée, c'est comment on peut rapprocher leur monde et le monde des opérations, les mondes de la production, pour faire que ces cycles soient le plus courts possible. Le monde du développeur, Frédéric, c'est le monde de gauche. C'est GitHub, c'est Jira, c'est Jenkins, c'est Eclipse, ils utilisent Docker, etc. Donc ça, c'est leur monde. Et il ne s'agit pas de le changer. Il s'agit de savoir comment on va pouvoir les amener. Et donc, je crois que BMC a pris en compte ça et a regardé comment faire en sorte que les technologies qui permettent d'amener ce capital intellectuel en production, c'est-à-dire qu'il génère de la valeur directement, puissent être mis en place. Donc il y a deux technologies sur lesquelles on a décidé de se concentrer ce matin, Frédéric. Oui. La première, c'est Control-M, et la deuxième, c'est quelque chose de tout nouveau qui s'appelle Innovation Suite, et qui, je crois, rencontrera un franc succès auprès de l'audience. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde d'abord Control-M, et puis ensuite l'Innovation Suite. Alors si tu me le permets, je vais prendre ce slide à l'envers, de droite à gauche. L'une des évolutions majeures qu'on apporte cette année et qu'on va présenter cet après-midi lors de la session WLA, c'est notre nouveau module de transfert de fichiers. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais l'élément clé de l'automatisation de la production, c'est le transfert du fichier. Et donc on a créé un environnement de développement des jobs de transfert de fichiers qui est beaucoup plus adapté et qui évolue beaucoup plus avec notre époque. Donc j'aurai l'occasion de la présenter cet après-midi. On a l'idée que le cloud fait partie intégrante de notre environnement maintenant, et donc il était normal de proposer Control-M à travers le cloud, ce qui fait que dès aujourd'hui, on peut aller sur la plateforme Amazon ou Azure pour provisionner à la volée une machine qui contiendra Control-M préinstallé, ce qui peut servir à faire des tests. Je crois que c'est aussi l'idée que finalement, si j'ai développé l'ensemble de mon application et que je décide qu'elle s'exécute dans le cloud, on a vu qu'on pouvait exécuter les workflows dans le cloud. Oui, tout à fait. Donc c'est peut-être logique d'avoir l'outil qui va orchestrer l'ensemble de ce workflow, qui soit dans le cloud, au même endroit que le reste de l'application. Donc c'est vraiment un point important. Ouais. Et donc disponible à la demande. Ouais. Et le troisième élément, c'est l'Automation API. L'Automation API, c'est la nouvelle interface qui permet de rapprocher le développeur du développement des jobs qui automatise l'application dont il a la charge. C'est ce qu'on appelle le job as a code. Alors, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle le shift left aussi. Ouais. Ils adorent ça en Angleterre, ils conduisent du mauvais côté de la route. C'est pourquoi demander à la production de comprendre la logique fonctionnelle quand finalement c'est le développeur qui l'a. Donc comment le développeur peut intégrer cet enchaînement fonctionnel au moment où il crée le code? Alors, Elodie a dit tout à l'heure que parler de Legal à 10h du matin, c'était un peu raide. Là, j'ai un slide qui est aussi un peu raide. C'est une interface que vous connaissez peut-être. C'est l'interface Eclipse. C'est l'interface favorite des développeurs qui leur permet donc de développer du code. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'éviter que ce soit les personnes de l'exploitation qui développent les jobs de Control-M à partir des descriptions qui sont souvent faites dans des emails ou des feuilles Excel ou des fichiers Word. Enfin, j'aurais des tas d'exemples à donner, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet présentement. Là, on va donner les moyens aux développeurs à travers Eclipse, qui est l'interface que lui connaît, de décrire ce qu'il souhaite faire. Donc là, on a un exemple avec chez DigiHealth la capacité de créer des jobs qui sont, par exemple, le chargement des informations historiques des patients qui sont traités. Et très simplement, le développeur va pouvoir valider son code, l'intégrer,
Alors, il se trouve que dans le cadre de DigiHealth, on utilise plusieurs produits pour faire tout le déploiement. On a GitHub, qui est le repository de tout le code. Et ensuite, quand on fait des livraisons en production, on va pouvoir passer par Jenkins, qui est l'autre outil utilisé par DigiHealth. Et Jenkins va prendre les éléments du repository et faire la nouvelle release en incluant les jobs de Control-M. Donc, nouvelle release de l'application, nouveau jeu de code. Et donc, en cliquant sur un bouton, le développeur lui-même potentiellement pourra faire la mise en production de cette nouvelle version. Il a fait la mise en production. Donc là, il est content. Donc maintenant, on se rappelle qu'on parlait de ces business process qui appellent différents jobs, etc. Ce qui serait idéal, ce serait que la production puisse maintenant voir comment sache ce qui est en train de s'exécuter et puisse revenir dans son domaine de prédilection et d'excellence, qui est de pouvoir suivre, gérer les incidents, gérer les alertes et tout ce qu'on a vu. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que va voir la production? Alors la même chose que d'habitude en fait. C'est là que la magie opère, c'est-à-dire que ce qui est développé par le développeur au travers de l'Automation API se voit exactement de la même manière côté production. Et donc quand il y a un job incidenté ou quand il y a besoin de faire une action sur un traitement, les opérations peuvent le faire toujours de la même manière. J'adore le mot incidenté. Au Scrabble, c'est un tueur. Ouais, c'est plus 12. Donc, ouais, ça me rappelle un cas client Target, le second plus gros retailer aux États-Unis, qui a mis en place ça. Leur temps de passage en production, c'est-à-dire pour les gens de la production de redéfinir cette logique dans Control-M et de pouvoir le basculer en production, c'était 3 heures. Donc à chaque fois, on rajoutait 3 heures. À chaque fois qu'il y avait une mise en production, on rajoutait 3 heures. Depuis qu'ils ont mis en place cette technologie de BMC, ils sont passés à 3 secondes. Donc avec un niveau de sécurité et d'intégrité de données total, finalement. Donc une vraie assistance, donc ça c'était le premier sujet, c'est-à-dire comment Control-M aide le développeur à aller plus rapidement sur la mise en production en assurant cette orchestration de l'ensemble des workflows. Le deuxième élément dont on voulait parler, c'était l'Innovation Suite. Donc, peux-tu nous en dire quelques mots ? Alors l'Innovation Suite, c'est quelque chose qui va sortir très prochainement. Le 7 décembre, il y aura un webinar à l'attention des développeurs pour les affranchir sur cette nouvelle plateforme. Et l'idée, c'est de fournir une plateforme de développement des workflows à destination des MOA et des développeurs. Le but du jeu, c'est que ce soit sur le cloud, pour le cloud, et en faisant le minimum de code, voire pas de code du tout. Donc les MOA vont avoir une palette. Cette palette va avoir un certain nombre d'objets à disposition. On va travailler avec du drag and drop. On va pouvoir créer des workflows complets. Si jamais il manque des objets dans cette palette, les développeurs vont pouvoir créer en Java de nouveaux objets qui vont être mis à disposition des MOA pour continuer à faire le travail. Alors, je pourrais m'étendre encore. Finalement, c'est un pass extensible. Tout à fait. Donc, je pourrais vous en parler plus en détail, mais je pense qu'il est plus pertinent de vous le montrer. Et donc, on va déclencher une vidéo et vous allez pouvoir constater l'interface. Vous allez pouvoir voir comment est l'interface. Waouh! Je veux dire quelque chose, Frédéric? Je crois que je vais me remettre au développement. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. J'ai 2-3 idées là, comme ça, c'est le problème du CTO, j'ai toujours 2-3 idées. Et
Je crois que je vais les mettre en place. Et d'ailleurs, avec 2-3 idées comme ça, finalement, je vais reprendre le Pavlov, avec 2-3 idées comme ça, je me rends compte que je pourrais non seulement développer mes idées et puis les mettre en place sur la marketplace de BMC, qu'on vient de sortir, et donc sur laquelle je pourrais aussi trouver bon nombre d'applications qui pourraient m'aider à construire l'ensemble des opérations que je veux construire. Donc c'est vraiment un point important, c'est un petit peu une approche de Open Community qui va permettre à l'ensemble de nos clients d'accélérer encore plus leur développement grâce à l'outil, mais aussi à la possibilité d'intégrer d'autres applications. C'est la possibilité pour nos partenaires d'apporter aussi leur contribution et potentiellement de monétiser certaines de leurs applications en les publiant sur la marketplace et en en retirant un certain profit par rapport à la valeur qu'ils délivrent. Quel parcours! Quel parcours! Ouais, DigiHealth, ça vitamine C. Hein. Donc, ce qu'on a vu, c'est finalement une approche très souple de mise en œuvre de l'ensemble de ces cas d'usage, qui s'appuie sur un certain nombre de technologies de BMC. Certainement, dans la salle, vous avez un certain nombre de ces technologies. C'est la possibilité d'utiliser ces technologies sur des nouveaux cas d'usage. C'est la possibilité d'intégrer des technologies que vous avez déjà de BMC avec des nouveaux produits de BMC et les intégrer de façon très très souple. Depuis 3 ans, on a refondu l'architecture d'un certain nombre de nos produits de manière à permettre cette intégration au travers de REST APIs, de web services, pour pouvoir fournir très rapidement ces cas d'usage de façon très modulaire, pour que si vous vous concentrez sur ce cas d'usage, vous n'ayez pas besoin de toute la palette de produits, mais juste des produits nécessaires pour délivrer ce cas d'usage et obtenir la valeur attendue. Donc, c'est finalement un point d'entrée aujourd'hui pour aller vers l'ensemble des stands qui sont dehors avec nos partenaires et mieux comprendre ces produits et ces technologies. C'est aussi un teaser pour cet après-midi, aller dans les différentes sessions et comprendre comment ces technologies concourent à la réalisation de ces différents cas d'usage. Et puis, on a évidemment, dans le cadre de la présentation aujourd'hui, utilisé un certain nombre de screenshots, pour montrer comment tout ça s'exécute. Mais j'ai eu une grande fierté finalement à partager avec vous qu'on a mis en place tout ça en live. Donc on a une plateforme qui s'appelle DEM Live sur laquelle on est capable d'exécuter l'ensemble de ces scénarios et plus pour pouvoir engager avec vous des discussions, des démonstrations, des proof of concept et que vous puissiez rapidement comprendre comment vous pouvez exploiter cela au sein de vos entreprises. Fred. Merci Eric. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.